plein de fois. Je fais des films là-bas en fait. Les abeilles nourrissent les hommes depuis la nuit des temps en pollinisant les fruits et les légumes. Condition sine qua non pour que ces plantes clouées au sol puissent se reproduire. L'abeille joue un rôle de messager. Les fleurs, pour l'attirer, sécrètent une sève sucrée, le nectar. Et c'est les poils chargés de pollen que les abeilles pollinisent l'une après l'autre chaque plante qu'elles rencontrent sur leur chemin. Chacune des plantes se met alors à donner des fruits. Aujourd'hui, les abeilles vont mal dans le monde entier. Elles disparaissent mystérieusement. On parle de syndrome d'effondrement des colonies. Un tiers de notre alimentation, nous le devons aux abeilles. Toutes les plantes bigarrées et odorantes sont pollinisées par ces insectes. Le vent, les oiseaux, eux, se chargent des plantes austères et sans attrait. En France, les abeilles disparaissent par dizaines de milliers chaque année depuis 20 ans. Des hommes et des femmes se sont mobilisés pour enrayer le phénomène. Ces sauveteurs d'abeilles sont des passionnés que nous avons cherché à rencontrer à travers tout le pays, en commençant par Michael Henry, chercheur à l'INRA. C'est lui qui a mis en évidence le rôle des insecticides issus de l'agriculture moderne dans le déclin des abeilles. Ce qui m'a toujours motivé et intéressé dans ce travail de recherche, c'est de décrypter les règles mathématiques qui sont sous-jacentes aux patrons qu'on observe dans la nature. Voilà, donc c'est une approche un peu théorique, un peu fondamentale. C'est en utilisant des micropuces électroniques que les chercheurs de l'INRA ont confirmé l'interaction des pesticides sur le déclin des colonies d'abeilles. Ces puces RFID, placées sur le dos des insectes, ont permis de comprendre que la désorientation des abeilles était la cause de leur disparition. En effet, les abeilles, soumises aux effets des insecticides néonicotinoïdes, sont désorientées. Elles ne retrouvent pas le chemin de la ruche et se perdent dans la nature. Ces puces RFID, collées sur le dos des abeilles, permettent un comptage très précis grâce à des capteurs placés à l'entrée de la ruche. Ce système de comptage sert de base de données à Michael Henry pour recenser les populations d'abeilles soumises aux insecticides. En faisant appel aux mathématiques, il a modélisé une ruche virtuelle grâce à ces données. On peut jouer sur certains paramètres pour simuler les affaiblissements de la colonie qui agiraient en fait, qui résulteraient bien d'un stress à un endroit donné de cette ruche virtuelle. Notre dernière étude qui a eu le plus de retentissement, en fait, on a montré que quand on agissait à ce stade-là sur la survie des butineuses, qu'on simulait une désorientation des butineuses par en fait une disparition précoce des butineuses, une mortalité par désorientation en fait, dans des proportions de 15% par jour, eh bien ça peut complètement déstabiliser l'ensemble du système parce que quand les butineuses disparaissent à un taux plus élevé, en fait les jeunes abeilles qui ne sont pas encore expérimentées vont devoir devenir butineuses plus rapidement pour les remplacer, mais elles sont moins efficaces et derrière, en fait, le taux de ponte de la reine et d'éclosion des nouvelles larves ne vont pas être suffisamment rapides pour compenser cette perte. Donc c'est, si vous voulez, un effet de cascade dans le fonctionnement de la ruche, d'effet en cascade qui va aboutir à une spirale de dépopulation. Sur les toits de Paris, les abeilles prospèrent. Une agence de publicité en a fait l'expérience en installant des ruches sur son toit. Étonnamment, les résultats sont bons. 600 kg de miel sont récoltés chaque année. C'est grâce à une initiative de Loïc Fell, le responsable maison du développement durable, que ces abeilles parisiennes prospèrent sur les toits du 10e arrondissement de la capitale.
Au départ, en 2008, quand je suis arrivé, on a mis en place les différentes filières de tri sélectif des déchets, pour les recycler ou les valoriser, dont les déchets organiques, qu'on lombricomposte à l'agence avec des lombrics, et on s'est retrouvé à produire du compost dont on ne savait pas quoi faire. Et on a contacté les associations de jardins partagés du quartier qui nous ont dit, on voulait leur proposer de prendre ce compost pour leur jardin, et elles nous ont dit qu'elles manquaient de bras et qu'on n'avait qu'à s'impliquer sur un jardin. Donc on a pris un jardin partagé avec les salariés et des habitants du quartier dans lequel on s'est impliqué. Et la première année, ça fleurissait bien, mais ça fructifiait peu. Signe qu'on manquait de pollinisateurs, d'où cette idée d'accueillir des ruches dans le quartier au bénéfice de notre jardin partagé, entre autres. Moi, j'ai toujours eu un scepticisme sur la productivité des abeilles parisiennes, mais il paraît que oui, elles peuvent produire 600 kilos, je crois. C'est ça que tu disais, je croyais pas qu'elles pouvaient produire autant. Oui, une minute, on va faire autrement. Ah, celle-là, il y a du mien. La première année, on avait 6 ruches et j'ai été très surpris parce qu'on a récolté 516 kilos. Je ne m'attendais pas à une telle productivité, c'était vraiment impressionnant. Il se trouve que c'était une année réellement bonne année, notamment du point de vue météorologique pour les abeilles. Les années suivantes, on en a eu un peu moins. Le plus bas qu'on ait fait, c'était 293 kilos. Toujours avec 6 ruches. Et je pense que cette année, comme on a une ruche de plus, on en a 7, il est possible qu'on ait une meilleure récolte encore que la première année. C'est pas juste un producteur de miel, c'est un pollinisateur, c'est signe d'une bonne santé de la biodiversité. Et du coup, c'est des animaux qu'il faut protéger et voilà, et qui sont vraiment le reflet de la santé de notre environnement. Le bâtiment principal qu'on occupe aujourd'hui dans le 10e, sur la façade, il y a un seul et unique bas-relief, c'est la seule sculpture, et c'est une abeille qui est au niveau du premier étage. Et on ne s'en était pas aperçu avant d'installer les ruches, et un jour, on l'a remarqué par pur hasard. Et je pense que l'abeille, du coup, est devenue obsédante dans la vie de l'agence, et quand les patrons ont changé l'identité visuelle de l'agence et son logo, l'abeille est venue assez naturellement. Pour moi, ça avait une vraie signification parce que voilà, ce logo, il n'est pas sorti de nulle part, il est sorti d'une réalité de ces travailleuses qui partagent les locaux avec nous. Et puis voilà, en agence de pub, on est aussi très nombreux, on travaille beaucoup, on est besogneux dans ce qu'on fait. Voilà, et j'ai trouvé voilà, l'analogie assez intéressante et puis aussi d'un point de vue graphique assez efficace. J'ai découvert la nouvelle identité de l'agence en même temps que tous les autres salariés quand la direction nous l'a présentée. Et j'avoue que j'ai trouvé assez agréable de voir l'abeille dans celle-ci. Et je me suis dit qu'elles allaient être indélogeables à partir de maintenant. Parce que parfois ça pouvait susciter débat ou des hésitations de la part de certains salariés d'avoir la présence de 550 000 abeilles sur la terrasse quand on va fumer sa cigarette et qu'on est en contact avec une telle densité de population, ce qui fait finalement de mon service le plus gros de l'agence. Avant, il n'y avait pas Loïc, après il y a eu Loïc et il a installé des ruches. Et les ruches étaient complètement de l'autre côté de l'étage et elles piquaient les fumeurs et les fumeuses qui venaient, surtout les gens qui avaient un parfum assez lourd. Donc il a été décidé par Loïc et le CE d'installer les ruches sur la terrasse la moins fréquentée de l'agence, qui était une terrasse dont peu de gens soupçonnaient l'existence. Et donc qui était une terrasse dont jouissaient très peu de personnes, qui était un peu privilégiée. Donc j'étais furieuse puisque la terrasse donne à 2 mètres de mon bureau. Et je ne croyais pas Loïc. Loïc me disait, les abeilles partent le matin, butiner, reviennent le soir, elles ont des vrais horaires de bureau, surtout à Paris. Les abeilles volent vers le sud, tu les verras pas, vous ne vous ferez pas piquer. Parce que je pensais à l'été et aux fenêtres qu'on ouvre et au risque de se faire piquer, nous. Il y a quand même 25 personnes en moyenne ici. Et donc je ne le croyais pas, j'étais furieuse, j'ai exigé des filets de protection. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais aller sur la terrasse quand je voulais. Je me suis rendu compte que oui, c'était vrai, les abeilles partent le matin, reviennent le soir. Oui, c'est vrai, elles volent vers le sud. Et en plus, elles ont pollinisé
je ne sais pas si c'est des fleurs du quartier ou les fleurs de la terrasse du 6e, mais elles ont fait pousser des fleurs sur le béton. Donc j'ai vu des fleurs pousser. C'est devenu un symbole qui certes au départ était une initiative de développement durable, mais qui a plein d'autres valeurs culturelles et que l'agence s'est appropriée, non seulement au titre de l'initiative qu'on accueille autour de ces abeilles, mais plus pour sa portée symbolique et culturelle, qui correspondait un peu au ressenti qu'on peut avoir de nos métiers, où effectivement c'est une ruche très dynamique. Une abeille, ça bourdonne. On s'est dit justement, si ça changeait un truc dans notre métier, puisqu'on s'occupe de doc, on s'est dit que le bruit de l'abeille et le bruit du bourdonnement était un bruit très acceptable quand on travaille en open space. C'est probablement le seul bruit acceptable de l'open space, c'est-à-dire le bruit que font les gens qui travaillent, qui sont concentrés, qui ne cherchent pas à exploser comme ça. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ce soit anecdotique et juste un symbole gratuit, mais que ça s'inscrive dans un programme plus global de réflexion sur l'empreinte relative à la biodiversité, même d'une entreprise du tertiaire, même dans une grande agglomération comme Paris, où finalement on peut démontrer que c'est possible. Et d'autre part, la plupart des choses qu'on met en place sont invisibles, que ce soit sur la réduction des consommations d'énergie, sur les serveurs informatiques, sur l'isolation des bâtiments, etc. Et c'est pas présent au quotidien pour les salariés. Et le fait d'avoir des êtres vivants, en l'occurrence les abeilles, qui elles pour le coup sont plus visibles, permet de rendre la démarche un peu plus concrète et d'en montrer une des finalités. L'intérêt d'accueillir des ruches en ville, c'était d'une part le fait qu'elles sont moins soumises au phénomène d'effondrement des ruches qu'elles connaissent en campagne, probablement du fait de l'absence de pesticides, en particulier à Paris où les espaces verts de la ville n'en utilisent plus, mais également une très bonne productivité en miel grâce à la présence de fleurs tout au long de l'année. Par exemple, à la campagne, quand elles sont près d'un champ, par exemple de colza, une fois que le champ de colza a fleuri et que c'est terminé, il n'y a plus grand-chose à butiner pour les abeilles. Ici, avec les parcs, les balcons, les balconnets, où les gens renouvellent les plantations pour avoir des fleurs en permanence du printemps jusqu'à la fin de l'automne, elles sont occupées en plein emploi, si je puis dire, et elles ont une productivité maximale. Donc c'était intéressant qu'un apiculteur puisse poser une partie de ses ruches sur un site urbain et s'en servir, par exemple, comme une sauvegarde s'il a un problème d'effondrement de ruches sur ses ruches en campagne, pour pouvoir reproduire par essaimage des nouvelles ruches à partir de celles qui sont en ville et en meilleure forme. Donc là, il y avait une vraie complémentarité à s'associer avec un apiculteur aussi. Le but du jeu pour nous, c'est d'en faire profiter les principaux acteurs, c'est-à-dire les salariés de l'agence qui accueillent les ruches sur leur lieu de travail toute l'année. Et on en distribue également à nos clients. Donc pour avoir le plus de petits pots possible, pour contenter le plus de monde possible, on fait des petits volumes comme celui-ci. Et j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ça fait 125 grammes, donc 516 kilos divisé par 125 grammes, et vous voyez les milliers de pots que ça peut représenter. La Corse est la seule région de France à posséder un miel AOP, appellation d'origine protégée. C'est grâce aux efforts des apiculteurs corses, qui se sont rassemblés en syndicats depuis 1976, que le miel et les abeilles jouissent ici d'une protection légale, préservant ainsi l'insularité dont bénéficie l'espèce endémique des abeilles noires de Corse. Chaque année, à Mourzo, en Corse du Sud, la fête du miel est l'occasion pour le président du syndicat, Jean-Yves Foignet, de dresser le bilan de l'année passée et de veiller à l'avenir des abeilles et des apiculteurs corses. C'est pas le premier arrivé. Bonjour président. Nous nous rencontrons donc ici comme à Mourtz, en Corse du Sud, village qui organise la fête du miel à Festa di Ume, chaque année, à la même époque, c'est-à-dire une époque transitoire, un peu avant l'automne, après les récoltes. Et c'est là que la région, disons que la Corse du Sud, la micro-région d'Ajaccio, vient faire ses courses avant l'hiver, goûter les miels que les abeilles corses ont réussi à produire dans la saison. Moi, en tant que membre du bureau de l'appellation d'origine protégée miel de Corse, Meledi Corse, que je viens d'évoquer d'avant, c'est un point de rencontre vraiment de terrain avec
avec la production, c'est-à-dire avec cette fameuse vitrine, de les voir, de voir aussi les résultats d'une politique sur le produit et aussi sur la population des apiculteurs, puisqu'on a opté pour une politique assez intensive d'installation de jeunes il y a une quinzaine d'années. Marlène Ayuso fait partie de cette nouvelle vague de jeunes apiculteurs. Elle vient de s'installer au Cap Corse avec ses abeilles, en collectant des fonds sur Internet grâce à un site participatif, KissKissBankBank. Ce site lui a permis d'acheter ses premières ruches. Elle élève aujourd'hui ses abeilles en altitude, seule dans la montagne, sans aucun produit chimique, pour un miel exempt de tout pesticide. Beaucoup de gens qui se dévouent sur Internet à faire des tutoriels pour tout, de la couture à l'apiculture. Donc voilà, j'ai appris comme ça. Après, je me suis rapprochée du syndicat donc de l'AOP en Corse. J'ai fait une formation à distance et j'ai fait des stages chez plusieurs apiculteurs. Et après, j'ai intégré le lycée agricole à Borgo. Du coup, j'ai rencontré d'autres apiculteurs, j'ai fait des stages et voilà, petit à petit. Et je continue, je sors du lycée agricole, donc je suis encore toute fraîche et je fais que débuter là-dedans. Mais on a vraiment, je trouve, au niveau apiculture, en tout cas ce que je connais ici en Corse, voilà, les gens m'appellent ou on s'appelle facilement. Mais tiens, qu'est-ce que tu as fait là? Comment tu pends? Comment est la mielée? Les gens sont là, quand ils savent que tu veux t'installer, il y a du soutien. L'autre fois, justement, quand j'ai posé mon actualité sur KissKissBankBank, j'avais fait des photos du rucher et tout, et donc j'ai mon maître de stage qui m'a rappelé, il me dit j'ai vu tes photos, mais elles ont été prises quand? Parce que si t'as tes hausses là, c'est pas normal. Enfin voilà, il y a du répondant. Il s'inquiète aussi, donc c'est sympa. Il me faut 125 ruches pour m'installer, rentrer dans un parcours d'installation. Et pour atteindre 125 ruches, il faut un capital foncier au départ, ça coûte quand même assez cher. Pour trouver des fonds, tu ne demandes pas une banque, tu ne rembourses pas de l'argent, tu rembourses avec du produit, avec ce que tu produis. Donc voilà, c'est un peu ce qui est le déclic. Suivant les contreparties, un séjour donc chez moi, dans ma maison, ça allait crescendo suivant les mises en fait, suivant les dons. J'avais demandé 4 000 et j'ai récolté 7 000 €. Il y a une centaine de personnes qui sont venues, qui ont donné. On en entend parler assez régulièrement en ce moment du monde apicole, des abeilles, des problèmes de la disparition des abeilles, etc. Donc voilà, j'ai surfé un peu sur une vague actuelle où les gens, ils entendaient déjà parler de ça. Et donc du coup, là, ça leur permettait de soutenir un projet et un réel soutien. Parce que outre l'aspect financier de ce genre de projet, c'est le nombre incalculable de messages qu'on reçoit de soutien en fait. Et les gens s'imprègnent vraiment du projet, ils le suivent, ils demandent des nouvelles. Ça te crée une motivation supplémentaire de le mener à bien parce qu'il y a des gens qui attendent ça. C'est aussi le pendant de ces sites participatifs, c'est que c'est un engagement des gens, autre que financier. Comment va? Ça va bien? et toi? Ça va. Alors? Ça va. Tu n'es pas monté hier, tu nous as lâchés. Non, j'avais des chiens et tout. Et l'Hélicourt, c'est donc ce signe de qualité obtenu en 98. C'est la mise en avant, c'est quelque chose de totalement inédit dans le monde des appellations d'origine. C'est la mise en avant d'une diversité. Plutôt qu'un focus sur un produit, comme on aurait pu le faire en disant c'est le meilleur de nos miels. Là, ce qu'on a voulu labelliser, c'est la différence entre nos miels, c'est la panoplie, le panel des goûts de nos produits. La variété des microclimats et de la végétation, à chaque nouvelle vallée, vous rentrez dans un nouveau monde, même s'il y a toujours la permanence du maquis corse, etc. Mais il y a quand même toujours des particularités. On peut parler de miel de cru, on peut parler de telle année qui aura donné tel miel. Il y a vraiment tout à décliner et tout à faire. Et puis je pense que oui, l'abeille, ça fait 2000 ans voire plus qu'elle est cultivée ici. Le miel fait partie de la culture insulaire. Jean Mari est aux commandes d'une coopérative apicole à Santa Lucia di Muriano.
Attention, Denis. Depuis 1970, il se bat pour les abeilles corses. Il fait partie des 300 apiculteurs présents sur l'île aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est clair celui-là, dis donc. C'est du maquis d'été. Et il y a Guelfucci qui en fait du maquis d'été à Montréal. Ah oui. Dans les années 70, si tu veux, en Corse, il restait à peu près 3 apiculteurs professionnels. L'apiculture était inexistante, bien que dans l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, elle avait été très florissante. On a estimé qu'il y avait au XVIIIe siècle à peu près 200 000 ruches, donc les ruches troncs, hein, dans les troncs, la ruche antique, disons. Hein. Parce que la Corse avait payé à un moment donné un tribut à Gênes de 900 tonnes de cire, ce qui est énorme. Hein. Mais à cette époque-là, la cire avait plus de valeur que le miel. Oui, il n'y avait pas la fée électrique. Et quand il fallait s'éclairer, sur une table de riche, on mettait des bougies. Bougies, ça sent bon, ça éclaire, c'est agréable. On ne va pas mettre la torche avec du suif, ni la lampe à huile. Donc c'était les bougies. Bon, il en fallait aussi beaucoup pour les églises, parce que les églises, jusqu'en 1956, n'ont accepté que la cire. Alors il faut savoir, c'est que les fleurs qui fleurissent à l'automne commencent à fleurir à la montagne, c'est-à-dire ici on est à 600 mètres par exemple. L'arbousier, puisqu'on parle de lui, le lierre, l'arbousier vont fleurir d'abord en montagne et ils vont descendre donc au mois de septembre-octobre ici et ils vont finir par fleurir bord de mer en décembre. Donc les ruches peuvent aller vous pouvez en avoir en fleurs à 1000 mètres et puis avec le dénivelé qu'on a, la même ruche au même endroit peut butiner sur cette fleur pendant 2-3 mois. C'est pour ça qu'on transhume ou qu'on descend souvent à la vallée au printemps, parce que tout explose au printemps dans les marines beaucoup plus rapidement. Puis petit à petit, on remonte en montagne et comme ça, on suit les floraisons et on a des mielés. C'est l'avantage de la Corse ici, c'est qu'on peut faire des belles mielées, j'allais dire presque de mars-avril jusqu'en octobre-novembre. Je me souviens, mon ancien maître de stage, il avait récolté l'arbousier en novembre-décembre. L'abeille en tant que colonie souffre un peu de pas mal de choses. Il y a des choses qui sont en bruit de fond depuis 20-30 ans maintenant. C'est Varroa jacobsoni. On ne peut pas ne pas parler de Varroa jacobsoni quand on parle d'apiculture. Donc c'est un parasite de l'abeille qui est arrivé en Europe dans les années 70, en 78 je crois, qui est arrivé malgré notre insularité en Corse en 85 et qui fait que de cette apiculture de cueillette, on a été obligé de passer à une apiculture d'éleveurs, hein, proprement dit. Ça veut dire que maintenant, avant d'être des cueilleurs de miel, on est des éleveurs d'abeilles. Donc le seul souci que j'ai actuellement, on va dire, c'est le varroa, mais comme tout le monde, donc ce petit parasite, ce petit pouls des abeilles, voilà, qui grignote un peu, qui les grignote et les abîme. Donc voilà, ça c'est le parasite actuel que tout le monde a. Après, pour le moment, mon rucher est assez sain. Ici en Corse, on est quand même dans un environnement privilégié, hein, il faut le dire, au niveau pollution, au niveau même autres parasites comme le frelon asiatique ou des coléoptères un peu nuisibles. Donc on est quand même sur un environnement voilà, protégé. Ouais, Olive. Ouais. Presque, on est en train de descendre là. C'est pour ça qu'on essaie de contrer tous les problèmes qui se posent, mais on n'arrive plus à avoir, non, effectivement, les populations d'abeilles qu'on avait il y a 30 ans. Il faut que le maximum de population corresponde au maximum de floraison. Si les deux courbes se rejoignent bien, à ce moment-là, c'est merveilleux, parce qu'il y a le maximum d'abeilles pour le maximum de fleurs. Bon, si elles sont décalées, eh ben, où les fleurs sont avant, les abeilles n'y sont pas, ou elles n'y sont plus. C'est ce jeu qui bouge, qui est en train de bouger. Alors, est-ce que c'est nous qui ne savons plus, ou est-ce que c'est elles qui sont désorientées? Parce que les abeilles corses, bon, Apis mellifera, je ne me rappelle jamais,
il y a deux courbes. Il y a la courbe qui passe par un maximum en juin, qui chute en août, comme pour une estive, quand il est trop sec, et une courbe qui reprend pour septembre-octobre. La population, là, remonte. Alors que dans d'autres régions, il n'y a qu'une courbe. Parce que là, toutes les abeilles qui sont dans les Alpes ou dans les régions relativement froides, ça y est, elles sont remisées. Et pour elles, c'est fini. Alors qu'ici, on attend encore, il y a encore l'arbousier qui va fleurir, l'inule visqueuse est en fleurs, il y a la salse pareil, il y a encore un tas de floraisons qui peuvent donner une mielée. Par exemple, le clémentinier, pour qu'il donne, il faut les fleurs, bien sûr, mais qu'il y ait un degré de température suffisamment élevé et un degré d'humidité. Donc si on n'a pas la température, la plante ne sécrète pas de nectar, ou très peu. Voilà. Donc c'est ces histoires de température, degré d'humidité, tout ça, qui ne doivent plus coller. Le problème, c'est qu'il y a différents types de mortalité, de disparition de colonies. Donc une colonie qui n'est pas assez forte pour passer l'hiver, qui a éventuellement ingéré à un moment dans sa saison des molécules ou des cocktails de molécules qui risquent de la fragiliser, en effet. Mais la fragiliser, elle a pu les récupérer à un instant T dans la nature, la stocker. Et ensuite, pendant l'hiver, vous avez quelque chose de sourd qui va faire en sorte que la grappe va se réduire. Là, je m'avance un peu parce que je ne suis pas le scientifique de l'étape. Mais la réalité, ça, c'est par contre, là, j'en suis sûr, c'est qu'à des moments donnés, il y avait des abeilles, il n'y a plus d'abeilles, donc il reste du miel. Et puis, on se rend compte, bien sûr, là, il y a des effets conjugués, voilà, qu'on a perdu une ruche de plus. Ça, c'est notre réalité, hein, donc... mais c'est doublé ensuite d'une perte de capacité de butinage par la perte des butineuses en permanence, quelque chose de beaucoup plus sournois en cours de saison. Et maintenant, on essaye aussi d'essayer de valider, de comprendre et de comprendre comment on peut appréhender ce type de perte de butineuses, parce que là, voilà, vous les voyez partir, mais elles ne reviennent pas. Donc les compteurs d'abeilles, les RFID, et c'est là qu'on commence à toucher du doigt ce genre de problématique. Lionel Letellier est apiculteur en plein cœur de la Suisse normande. Un paradis naturel jadis. Il s'insurge aujourd'hui contre les pesticides qui affectent ces ruches. Les agriculteurs du coin sont victimes des coopératives, qui les poussent à la consommation outrancière des produits chimiques. Bon, j'étais un consommateur de miel et puis une fois je suis allé sur un marché à Lisieux et puis là j'ai rencontré un petit apiculteur. Et puis voilà, je sais pas comment l'expliquer. Et puis j'ai pris contact avec lui. Au départ, il n'était pas très chaud pour qu'un jeune vienne chez lui. Puis après, j'ai proposé des services en même temps, donc il était intéressé. Donc je faisais le jardin, puis en même temps, j'allais sur les ruches. Et puis c'est lui qui m'a donné un peu le virus. Ouais. Après, mon projet, c'était, je dirais que c'était pas flou, mais moi, j'étais plutôt, j'avais une formation aussi de jardinier, et mon projet, c'était de faire un peu les deux, quoi, de faire de l'espace vert et en même temps de faire de l'apiculture, quoi. Et puis c'est vrai que l'apiculture, ça prend énormément de temps. Et puis voilà, en fin de compte, je n'ai pas pu lier les deux parce que c'est trop prenant, quoi. Au début, on a commencé peut-être avec 250 ruches, mais on hivernait une vingtaine d'essaims qui remplaçaient les ruches manquantes. Enfin, souvent, c'était des ruches orphelines ou des ruches qui ne passaient pas l'hiver ou des reines trop vieilles, enfin bref. C'est vrai que depuis 1995, on avait de plus en plus de ruches orphelines. On n'a pas eu d'effondrement de colonies, mais un orphelinage de plus en plus important. Et il y a une année où, peut-être en 97-98, où là, ça a été très flagrant parce qu'on a ramené énormément de caisses vides. Et ça, on trouvait ce phénomène-là un peu partout. Mais c'était à peu près, je sais pas, sur les 300 ruches, on a bien ramené 80 caisses vides.
L'orphelinage, bon, il y a plusieurs facteurs. Des fois, ça peut être la météo, c'est-à-dire que les reines ne sortent pas, et ne se font pas féconder. Ça peut être, on se pose des questions par rapport aux produits phyto, peut-être des mâles moins féconds, des reines qui sont désorientées, enfin des choses comme ça, quoi. C'est vrai que c'est un phénomène un peu nouveau, quoi. Le champ là-haut, avant, c'était une prairie. Et les gens, ils ont cassé pour faire du maïs sur un coteau. Ça permet aux gens de produire beaucoup plus de lait, mais en même temps avec des contraintes. Bon, le maïs, pour nous, c'est pas terrible. Et après, le maïs, c'est vrai que ça fait pisser le lait, quoi. Donc, en Normandie, si on n'est pas capable de nourrir les vaches à l'herbe, c'est un peu dramatique, quand même. Du maïs parce que je crois que beaucoup de gens savent plus gérer l'herbe. L'herbe, c'est très technique, quoi. C'est comme l'agronomie, enfin l'agriculture générale, c'est très technique aussi. Et là, le maïs, on sème, on a le produit pour traiter, et puis voilà, et puis on enstille, et puis que l'herbe, il y a un suivi qui est autre, que les gens ont perdu sûrement. Céréaliers, c'est pareil, c'est des gens qui s'agrandissent de plus en plus, qui n'ont plus le temps d'aller sur leur culture voir s'il faut traiter ou pas, donc on traite systématiquement maintenant. On est loin de la lutte intégrée. La lutte intégrée, justement, c'est aller voir dans les champs, contrôler, traiter s'il y a besoin de traiter. L'enrobage, que la plante en ait besoin ou pas, elle a son insecticide ou son fongicide. Tandis que la lutte intégrée, c'est de traiter au bon moment, à bon escient. C'est pas le cas actuellement. Moi, j'ai plutôt l'impression que la pollution se généralise, quoi. C'est mon sentiment, quoi. Il faut qu'on interdise les produits systémiques. Parce que les produits systémiques, systémique, ça veut dire qu'on les retrouve dans toutes les parties de la plante. Ça veut dire que nous, on les mange, que les animaux les mangent, voilà, quoi. On est comme en fin de la chaîne, quoi. Donc, fin de chaîne veut dire qu'on consomme aussi ces produits. C'est vrai que cette année, moi, j'ai trouvé que les ruches étaient un petit peu plus populeuses que d'habitude. Donc savoir qu'il y a un moratoire sur les produits systémiques. Donc est-ce que c'est lié à ça? Peut-être. Mais bon, tant qu'il y aura des produits systémiques sur les plantes, je pense que l'apiculture, on est un petit peu en sursis, quoi. Si les agriculteurs ne changent pas leur méthode de traitement sur la culture, je pense que l'abeille est amenée à disparaître. Lionel a récemment collaboré avec la Comédie de Caen à une expérience hors du commun destinée à sensibiliser le public sur la disparition des abeilles. Cette pièce, La sagesse des abeilles, fruit de la collaboration du philosophe Michel Onfray et du scénographe Jean Lamberville, met en scène plus de 60 000 abeilles sur la scène du théâtre de Caen. C'est tout de suite revenu très vite en moi cette histoire des ruches que je voyais dans un petit endroit, un petit chemin qui conduisait à ce qu'on appelait la Garenne, où on allait courir les filles, faire des cabanes, se battre entre Chambois et Felles, c'était deux villages un peu comme la guerre des boutons. Et il y avait un vieux monsieur qui s'occupait de ces ruches, qui nous disait qu'il ne fallait pas jurer devant les abeilles, c'était des bêtes à bon Dieu, et que si on jurait, elles sortaient toutes de la ruche et qu'elles venaient piquer le jureur et que le jureur mourait, quoi. C'était réglé. Et je ne sais pas si c'était le futur auteur du traité de la théologie qui parlait en moi, mais je suis passé en vélo en faisant l'expérience moi-même, quoi, en disant des bordels de nom de Dieu, de bordel, etc. Je suis passé à toute allure en vélo et il n'y a pas une abeille qui m'ait suivi. Il y a toujours eu une espèce de mythologie étonnante avec ces animaux, plus qu'avec la mouche, le ver de terre, le hanneton ou je ne sais quel autre animal que je voyais dans mon enfance rurale. C'est un véritable plaidoyer pour les abeilles que Michel Onfray a écrit. Jean Lamberville, lui, a imaginé tout un stratagème pour que le public se rapproche de ces insectes magnifiques. Je lui ai dit que moi, ma volonté, c'était que tout de suite la catharsis théâtrale ait lieu avec les abeilles et que ce qui serait intéressant, c'est que ce soit des abeilles sur scène. Et puis après, il a écrit le texte, un jour il me l'a envoyé.
Et du coup, j'ai adapté le dispositif que je prévoyais à la justesse du texte qu'il était en train d'écrire. J'ai retrouvé les abeilles, Saint-Ambroise, Saint-Augustin, Platon, etc. Et puis tout le travail encyclopédique qui permet de savoir quel est le statut de l'abeille dans les mythologies du monde entier. Et puis un jour, j'ai écrit ce texte. Et comme j'écris toujours en relation avec des événements autobiographiques, mon père venait de mourir, donc j'étais habité par cette absence. Puisque la mort, c'est ça, c'est la présence d'une absence, tout autant que l'absence d'une présence, mais ça démarre comme ça, dans le cimetière de mon village. La neige recouvre la tombe de mon père. Le silence du cimetière n'est pas celui de la mort, ni de sa mort, mais celui de l'hiver. La mort est blanche. Sous le noir de la pierre devenue blanche, mon père retourne à la terre. Et puis l'histoire s'est construite comme ça, et ça a donné la sagesse des abeilles, parce que je pense qu'il y a effectivement une sagesse qui est susceptible de surgir de l'observation des abeilles. Elles ne sont pas bêtement programmées pour être ce qu'elles sont sans avoir le choix, enfin ce qu'on dit habituellement, alors que nous aurions la conscience. Oui, on peut faire de l'anthropomorphisme, c'est pas un problème, mais on peut aussi se demander, plutôt que de vouloir trouver chez elles ce qui leur manquerait, à savoir la conscience intentionnelle ou ce genre de choses, encore que, elles ont aussi des consciences intentionnelles, elles ont aussi un langage, elles ont aussi, etc., des capacités de ressentir l'agression, le danger, enfin, on sait bien qu'il y a une intelligence animale, c'est évident, au moins depuis Maeterlinck, mais aussi depuis qu'on a découvert le langage des abeilles. Et ce qui m'intéressait, c'était moins de dire, voilà ce qui leur manque pour être nous, que de dire, mais nous, en quoi sommes-nous encore des abeilles, ou sommes-nous aussi des abeilles ? C'est-à-dire l'obéissance à la nécessité. Et donc il y a une leçon de sagesse, et il y a une sagesse des abeilles, parce qu'effectivement, elles obéissent à la nécessité, et que c'est la grande leçon des grands philosophes. C'est la grande leçon des stoïciens, c'est la grande leçon de Spinoza, c'est la grande leçon de Nietzsche. Connaître son destin, souscrire à son destin, c'est la joie, ça conduit à la joie, dit Spinoza, ça conduit à la béatitude, dit Nietzsche aussi. Alors pour ça, il faut le savoir, et de fait, on peut imaginer que les abeilles n'ont pas conscience de leur état, alors que nous l'aurions, et que ça ferait peut-être la différence. Mais je dis quelque part dans le texte que ne pas savoir, c'est encore mieux, parce que finalement, on ne sait pas qu'on est dans la jubilation, mais on jubile, et c'est parfois mieux, c'est supérieur au fait de savoir qu'on pourrait être dans la jubilation, mais ne pas jubiler. Alors Michel n'est pas comédien, mais il a une voix étonnante. Il y a une ligne dans sa voix, il y a une colonne vertébrale, et je pensais qu'il était important d'entendre cette colonne vertébrale. Cela donnait tout le souffle de son texte. Il y a une espèce de douceur chez les abeilles qui moi, me fait toujours plaisir. Je ne sais pas, à chaque fois que je les vois, je me dis c'est un concentré de cosmos. C'est une espèce de ramassis du génie de la nature. Et donc, j'ai une espèce d'immense respect pour ça. Je n'ai pas prétention non plus à imaginer que le théâtre change le monde. Mais il peut participer à sa conscience. C'est déjà pas mal. Les princes aiment les ruches. Ils croient qu'elles montrent qu'il est naturel que le pouvoir n'aille qu'à un seul. Les rois l'aiment parce qu'il se voudrait à la tête d'une ruche sans intelligence. Dans notre société moderne, les hommes se sont éloignés de la nature. Ils ne la comprennent plus. Dans La sagesse des abeilles, Michel Onfray et Jean Lamberville mettent en présence les spectateurs avec les abeilles, pour qu'ils prennent conscience de la nécessité de ces insectes si utiles aux hommes. Ce à quoi j'aspirais avec ce livre, s'il y a eu le désir de communiquer quelque chose, c'était de dire à tout un chacun, vous n'êtes pas aussi libre que vous le croyez, les animaux ne sont pas aussi bêtes qu'on le dit,
Et il y a une part animale en nous qu'il serait bon que vous puissiez connaître pour en faire quelque chose qui vous permettrait éventuellement d'accéder à une sagesse personnelle. C'est en parcourant le monde depuis plus de 10 ans, en photographiant des abeilles et des apiculteurs, qu'Éric Tourneret a acquis un véritable savoir sur les abeilles. Il a mis tout son talent de photographe au service des abeilles et s'acharne à faire découvrir par ses images la beauté de ces insectes menacés. En soi, c'est vraiment venu dans mes rêves et j'avais des images comme ça. Et le printemps d'après, je suis allé sur le terrain rencontrer les apiculteurs en me disant que j'aimerais bien réaliser ces images. J'avais la chance d'avoir les premiers boîtiers numériques plein format qui me permettaient de faire beaucoup d'images en fin de compte sans avoir de frais techniques. Donc je me suis lancé. Et après, j'ai pas arrêté parce que j'aimais ça, tout simplement. Donc je suis vraiment allé à la rencontre des gens. C'est un milieu intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Et j'avais l'avantage de pouvoir travailler à la campagne, travailler dehors, à suivre les apiculteurs ou à monter des effets spéciaux comme cela au niveau visuel. Donc c'était assez passionnant. Pour moi, avant tout, l'abeille, c'est un collectif. Donc on ne parle jamais d'une abeille. Une abeille seule, elle va mourir. Donc c'est vraiment une société organisée avant tout. Et une société organisée pour sa pérennité. Donc c'est vrai que les abeilles ont plus de 100 millions d'années, elles sont toujours sur Terre. Elles ont une très très bonne adaptation et surtout elles sont unies dans un but commun qui est la pérennité de l'espèce. Si la reine vient à disparaître et qu'on est en pleine saison, il y a des œufs qui ont été pondus juste avant et donc les abeilles vont rapidement nourrir ces œufs de gelée royale et vont sélectionner une dizaine d'œufs fécondés pour faire de jeunes reines. Donc la colonie peut se repeupler naturellement. D'un autre côté, et là c'est ce qui est magique, si la reine meurt par accident à un moment où il n'y a pas d'œufs d'abeilles, une abeille va prendre sa place. C'est vrai que n'étant pas fécondée, elle va pouvoir pondre des œufs, mais pas des œufs fécondés. Donc elle va faire des œufs uniquement de mâles. Et c'est vrai qu'à terme, la colonie va disparaître. Ce seront des œufs de mâles qui seront élevés, il n'y aura pas de descendance. Donc cette lignée va disparaître. Mais en même temps, il y aura une production de faux bourdons qui pourront, eux, aller transmettre leurs gènes à une reine vierge. Un média qui est l'abeille, pour moi, aujourd'hui, qui me permet d'avoir un message positif en parlant d'environnement, en parlant d'hommes, de la place de l'homme sur cette terre, d'économie également, de choix politiques, agricoles. Et je trouve ça passionnant de pouvoir allier une passion photographique à un discours qui est intéressant et qui porte quelque chose, qui porte aussi une évolution sociale pour nos sociétés. C'est souvent l'apiculture une transmission de maître à élève, maître à disciple. Et donc j'ai eu plusieurs personnes comme ça qui m'ont enseigné, et juste pour pouvoir faire mes photos, je devais poser des questions, je devais comprendre. Quand tu crées un piège photographique, pour qu'il fonctionne, il faut que tu sois en phase avec les abeilles. Tu ne peux pas, comme ça ne va pas marcher autrement. Donc c'était réussir à comprendre comment elles fonctionnaient intimement pour pouvoir préparer mon piège photographique. Et c'est vrai que quand je n'avais pas bien compris ou j'avais oublié quelque chose, rien ne se passait. Et je passais à côté de la photo où j'avais travaillé 2-3 jours, des fois pour rien. Ou même préparer longtemps à l'avance une manipulation qui ne fonctionnait pas. Donc là, je cherchais à montrer, en fin de compte, vraiment la vie dans la colonie, comment les abeilles sont entre deux cadres. C'est vrai que ce n'est pas évident de montrer ça. C'est un effet spécial qui a été préparé pas mal de temps à l'avance.
Des fois, je vais rencontrer, comme en Argentine, je vais rencontrer les abeilles et les apiculteurs en face aux OGM. Le problème des pesticides un peu partout dans les pays industrialisés. D'autres problématiques comme la croissance démographique au Népal, où cette croissance démographique fait que les moyennes montagnes sont déforestées et donc il y a moins d'abeilles. D'autres problématiques comme en Inde, où en fin de compte c'est la jeune génération qui n'a plus envie d'aller récolter sur les falaises parce qu'ils rêvent d'une vie meilleure, tout simplement car la télévision est arrivée dans les villages. Donc ça a changé les mentalités. Donc à chaque fois, je suis témoin de problématiques différentes. Et c'est intéressant parce que justement, à chaque fois, à travers les abeilles, je vais rencontrer des hommes, le travail des hommes qui des fois ne sont pas apiculteurs à 100%. Ils ont plusieurs activités. Donc je rencontre ce travail des hommes et je vois quels sont les dérèglements sociaux ou écologiques. Sans les apiculteurs en France, il n'y aurait plus d'abeilles. Ça veut dire que les abeilles se sont maintenues en France tout simplement car les apiculteurs élèvent des abeilles. Donc il y a une difficulté pour les abeilles à vivre dans nos pays industrialisés, tout simplement car on a transformé l'agriculture en une industrie et en soi, si on compare, on a créé des déserts verts. Il n'y a plus de fleurs, il y a une perte de biodiversité énorme et une pollution des eaux par les pesticides, j'inclus insecticides, fongicides, herbicides, énorme à un point où pour moi je me fais du souci pour la santé humaine. Je fais tout simplement mon travail de citoyen, c'est tout. C'est transmettre l'information, je suis une abeille, je transmets l'information, je communique. Comme les abeilles savent le faire. Donc c'est vrai que ça va à l'encontre de certains lobbies agroalimentaires. Il y a 4 lobbies agroalimentaires dans le monde qui font le prix des céréales. Oui, ça va à l'encontre de ces gens-là, mais ces gens-là n'ont pas une vision à long terme, ils ont une vision à court terme. Le diagnostic est fait, les solutions sont là, mais il y a un manque de volonté politique de changer vraiment les choses et il y a une présence de lobbies qui sont très puissants. Tu vas dans une communauté pygmée en Afrique, les gens, quand ils sont au campement, sont vraiment très très unis, ils sont vraiment très solidaires, ils vont partager la nourriture, tout se passe au niveau du partage. Donc c'est vrai que nous, on arrive avec l'ultralibéralisme à un moment où chacun pense qu'il peut se sauver par lui-même. Mais c'est faux. Si l'humanité doit survivre, parce que c'est la question aujourd'hui, elle survivra uniquement car elle sera unie, et pas autrement. Thank you.